France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 11 octobre, la question LGF, la commission de l'ONU des droits de l'homme devrait condamner la France dans une semaine sur la loi de 2010 concernant le port de la burqa. Alors aujourd'hui on vous pose la question et vous y répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Êtes-vous pour ou contre le port de la burqa? On en parle dans un instant. Algérie, l'ONU appelle l'Algérie à cesser immédiatement les expulsions de migrants africains. Un responsable des droits de l'homme aux Nations Unies a appelé ce mardi 9 octobre l'Algérie à cesser immédiatement les expulsions de migrants africains vers le Niger. Valérie Boyer a demandé que l'on réaffirme le principe de laïcité, que la neutralité s'applique aussi aux usagers du service public, une proposition qui serait contraire à notre constitution. Laïcité, peut-on imposer la neutralité aux usagers du service public? On posera la question à Maître Rigui qui est avec nous dans un instant. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour accéder à l'antenne et pour intervenir dans votre émission, le Grand Forum. C'était à la une du 11 octobre en 1856, la ligne de chemin de fer Paris-Marseille est mise en service. 1963, à la quasi-unanimité 106 contre 1, l'Assemblée Générale des Nations Unies condamne la répression en Afrique du Sud. En 1963, une disparition un 11 octobre, celle de Jean Cocteau, poète, romancier, scénariste et metteur en scène. 1991, le Conseil d'État de l'Union soviétique dissout le KGB qui sera réorganisé en 3 services. 11 octobre 2000, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris valide la mise en examen de Jean Tibéri, alors maire de Paris, dans l'affaire dite des HLM de Paris. 2002, l'ancien président américain Jimmy Carter reçoit le prix Nobel de la paix pour son action diplomatique depuis de nombreuses années en faveur de la paix et des droits de l'homme. 2003, le Dalai Lama donne une série de concerts, le Dalai Lama donne une série de conférences au Palais Omnisport de Paris-Bercy où il fait salle comble pendant plus d'une semaine. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est le LGF jusque 18h, votre émission chaque jour présente avec aujourd'hui pour nous accompagner Nadir Kaya. Comment ça va Nadir? Salut Christophe, bonjour à tous. Bonjour mon cher Nadir, avec un beau micro pour lui Nadir aujourd'hui. Ah ouais, la classe. Ah la classe, voilà, ouais, absolument. Jusque 18h avec Maître Anissa Rigui qui sera avec nous d'ici quelques minutes. Voilà, elle est vraiment pardonnée, vous savez comment ça se passe les avocats. C'est difficile de les avoir à l'heure parce que ils ont une audience et ça se termine un petit peu tardivement. Donc voilà, excusez l'amie Anissa mais elle est sur la route, elle me dit qu'elle sera là d'ici 5 minutes. Donc on l'attend avec beaucoup d'impatience. Vous, chers amis auditeurs, pour intervenir évidemment sur notamment le sujet à la une aujourd'hui. C'est un sujet dont on va beaucoup parler à mon avis dans les semaines à venir. Il s'agit donc de la burqa mon cher Nadir. En effet, chers Nadir, auditrice, auditeur, la commission des droits de l'homme de l'ONU va probablement condamner la France dans une petite semaine maintenant au sujet du port de la burqa. Et on se pose la question aujourd'hui, histoire de prendre un petit peu la température de ce que pensent les auditrices et auditeurs de la burqa. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre le port de la burqa? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Avant de rentrer dans les détails, Nadir, la burqa, on en a beaucoup parlé, ça fait référence évidemment à la loi passée en 2010. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu es pour, t'es contre le port de la burqa? Ni l'un ni l'autre, tu vois, moi, c'est ce que je te disais. Il faut se prononcer dans l'émission. Hein. Ouais, mais c'est un petit peu comme le fait de dire est-ce que vous êtes pour les jeans ou pour les vestes en cuir. Non, on a habitué les Français à vouloir juger tout de suite par oui ou par non dans ce cas-là. Il faut pas oublier que d'abord ce sont des femmes qui portent la burqa et puis la femme est libre de faire ce qu'elle veut. Après, moi, je veux pas rentrer dans ce jeu de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est avant tout un choix personnel. Pour certaines, pour la plupart, c'est d'un point de vue religieux que ça se passe, donc c'est leur intimité, c'est leur choix, et de vouloir absolument rentrer dans ce débat-là, de dire oui ou non, moi je suis un petit peu contre. Je suis pour vraiment la liberté totale de s'exprimer, de s'habiller comme on le souhaite, et ne surtout pas rentrer dans ce jeu qui est malsain depuis des années, à vouloir condamner des femmes sur le fait qu'elles porteraient la burqa ou pas. Et après, je peux te dire que moi, culturellement, étant maghrébin, c'est vrai que en Algérie, on n'a pas été habitué à ça. Ça vient de l'Iran et d'Arabie Saoudite et d'autres régions. Du pays du Moyen-Orient. Culturellement, c'est pas notre vêtement, mais bon, après, ça appartient aux femmes de vouloir le porter ou pas. Après, c'est sûr que dans des lieux
dit public où il faut montrer patte blanche, c'est normal que tout individu montre son visage, mais après dans l'espace public, à l'extérieur, chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Alors, avant de donner les résultats de Facebook et de Twitter et de vous accueillir, Hicham qui nous attend au téléphone 01 40 33 9000, c'est en effet le Comité des droits de l'homme de l'ONU, organe de surveillance du Haut Commissariat, que vous connaissez tous, aux droits de l'homme, HCR, qui vient de rendre un avis sur l'interdiction de la burqa, qui devrait faire donc polémique dans les quelques jours à venir, dans les semaines à venir, puisqu'en effet, comme le révèle le journal La Croix, cette instance qui doit rendre au mois d'octobre, donc la semaine prochaine, ces constatations suite aux requêtes de deux femmes verbalisées pour justement avoir porté et avoir violé la loi française, pour avoir porté donc la burqa, donc pour faire référence à cette loi passée évidemment et interdisant cette loi du 10 octobre 2010 en dissimulant donc leur visage. Selon les informations de La Croix, les 18 juristes internationaux de cet organe devraient juger, en toute vraisemblance, la législation française sur le voile intégral portant atteinte à la liberté religieuse et créant une discrimination à l'encontre des femmes. L'avis du Comité des droits de l'homme changera-t-elle la loi française pour autant, cher ami Nadir? C'est peu probable, hein. Non, et puis après, il faut savoir que quand on lance ce sujet-là dans le débat français, c'est qu'on a fait croire aux Français que la burqa c'était un signe politique. C'est pas du tout le cas. C'est un signe religieux, de foi, d'appartenance à une religion, certes, mais c'est avant tout une volonté d'avoir une certaine pudeur par rapport à des recommandements, par rapport à des traditions, par rapport à l'histoire. Mais aujourd'hui, on fait croire aux Français que c'est un étendard, ce serait celui d'une revendication, une appartenance à Daesh. Donc, il est normal que l'Union européenne fasse le tri de ça et considère que c'est pas du tout le cas et que c'est une atteinte à la liberté des uns et des unes surtout. Et donc, je pense que c'est tout à fait normal de condamner la France dans cette situation-là. Alors, rappelons qu'en 2014, la Cour européenne des droits de l'homme avait validé la loi française à ce sujet, même si elle avait jugé que cette interdiction, et c'est là que c'est intéressant, faisait essentiellement bien référence aux femmes musulmanes. Voilà, donc ça c'était pour 2014 en tout cas. On va voir ce qu'en pensent nos auditeurs, et alors les résultats sont sans appel, hein, ce soit sur Facebook, sur Twitter. Vous êtes en grande majorité contre le port de la burqa. 42% de pour seulement sur Twitter, 37 sur Facebook. Donc les résultats sont sans appel, hein, donc c'est une majorité de contre qui l'emporte donc sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter EDGF officiel, et vous continuez de voter. Et vous nous appelez aussi pour nous donner votre avis, avec Hicham qui nous appelle des Ulysses. Bonjour Hicham. Salam à tous, bonjour. Salut Hicham. Ouais, je suis un peu du même avis que Nadir, ça veut dire moi perso, c'est pas un truc qui est dans notre culture, mais après, que chacun fasse ce qu'il veut. S'il y a des gens qui veulent se balader en mini-short ou en burqa... Ouais, non, attends, Hicham, il y a juste un problème, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Quand on parle du voile intégral, c'est on dissimule le visage. Et aujourd'hui, par exemple, si on souhaite avoir, quand tu rentres dans une banque, on souhaite voir quand même la personne. Tu sais qu'au Maroc, par exemple, ils ont interdit la burqa parce que des hommes avaient mis la burqa pour aller dans les hammams, pour voir les femmes. Donc, les soirées. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, c'est pas Redouane Faïd qui portait une burqa là apparemment. Si, c'est lui. Apparemment, il a porté une burqa pour se cacher pendant des mois. Donc voilà. Mais franchement, mais libre à un homme de porter la burqa s'il veut la porter. Moi, en quoi ça me gêne? S'il veut se mettre en burqa, moi c'est pas mon souci. Ouais, mais Hicham, la loi c'est la loi, non? La loi a été votée. Je suis d'accord avec toi, la loi est passée, maintenant il faut la respecter. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais là tu me demandes mon avis, si je suis pour ou contre. Moi je dis ça te choque pas. Franchement Hicham, ça ne te choque pas de voir. Ah, ça me choque. Ah si, ça me choque. Donc, oui. Après, mais je suis pour la liberté de chacun. En fait, être tolérant, c'est quoi? C'est accepter la différence de l'autre. Si maintenant l'autre il veut se mettre en burqa, tu vois, c'est ça la tolérance. Il serait peut-être bien à dire, Hicham et amis auditrices auditeurs aussi, que des imams. Et pour le coup, je les ai trouvés pas très courageux, beaucoup d'entre eux en tout cas, pour dire que cet habit n'a rien à voir avec la religion. Je suis désolé, faut le dire. Ah c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'habit ne fait pas le moine. Ouais. Mais voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut. En fait, moi c'est plus dans cet esprit-là.
au-delà de la religion, où, comme il a dit, moi je suis d'un pays du Maghreb, donc c'est pas dans notre culture. C'est pas culturellement, oui, ça vient pas du Maghreb. Hein. Donc que le Maroc l'interdise, déjà j'aurais bien aimé savoir combien de personnes l'a porté au Maroc, il devait pas y en avoir des masses. Ouais. Et après, que le Maroc l'interdise, ça me choque pas plus que ça, puisque c'est pas dans notre culture. Ouais. On a l'habitude de voir les dames voilées, on voit leur visage, on a cette habitude-là, c'est dans notre culture. C'est ça. Après, ici, maintenant, quand les gens veulent... Moi, je suis pour cette liberté-là. Celui qui veut se mettre les cheveux verts, bah, qu'il se mette les cheveux verts. Oui, Nadir. Moi, si je peux intervenir, en vrai, le vrai sujet là-dedans, c'est qu'en fin de compte, ce qui gêne en France, hein, il faut être clair entre nous, ce qui gêne en France, c'est cette visibilité. C'est le côté, c'est surtout le fait que l'islam est visible à travers la quantité pour pouvoir se maintenir. Et le religieux donne la caution pour que lui-même il ait un statut, parce qu'il n'y a pas d'église dans l'islam. Donc pour faire simple, interdire la burqa en France. D'ailleurs, il y a des pays arabes et musulmans où la burqa est interdite, la Tunisie de fait, et d'autres pays. Et au Maroc, la fabrication de la burqa est interdite par la loi. Fabrication. Alors, qui dit fabrication, forcément dit port. Après, il y a ces libertés. Je crois qu'en Algérie aussi, ça interdit, en tout cas pour le port de la burqa, pour ce qui est des profs. Tout ce qui est personnel d'enseignement. Au Maroc, elle est interdite même de fabrication. Ouais. En Tunisie, elle est interdite dans la rue, mais tolérée par les dames qui viennent d'Arabie Saoudite et tout ça. Donc c'est vraiment machin. Et même à Paris, foutez 15 gars que visiblement viennent de l'Arabie Saoudite avec 5 femmes en burqa. Aucun policier n'ira leur dire madame c'est interdit ici. Oui, parce qu'elle va consommer chez Chanel. Les Champs-Élysées, vous les verrez régulièrement et personne osera les interpeller pour leur demander de se dévoiler. Alors, en tout cas, vous nous appelez sur France Maghreb. Je rappelle que vous êtes 42% à être pour le port de la burqa. Ça veut dire que tous les restes sont contre. Voilà, absolument. Alors on peut aussi mettre en valeur la quantité supérieure, parce que cher Christophe, et là je vais m'énerver 5 secondes. Allez-y, énervez-vous. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, on ne dit pas monsieur X a eu 42% de voix, il a perdu. On dit monsieur Y a eu 58% de voix. Donc ils sont à 58% contre la burqa, parce que c'est aussi comme ça qu'on enfonce des mauvaises idées dans la tête des gens. Parce que les gens vont retenir 42% sont pour le burqa. Non messieurs, c'est 58 si je compte bien qui sont contre. Et donc c'est 51 qui gagnent. Absolument. Mais ça permet de dire aussi que ceux qui sont pour sont pas très loin de la majorité. Non, attention, mais, 42%, si on faisait les élections, on n'aurait jamais de président de la République. Parce que ça se gagne à 50,03 contre 49,7. Mais ça permet quand même de mettre en relief, peut-être. Non, voilà. Mais dans ce cas, on donne les deux chiffres et on insiste beaucoup plus. Parce que pour moi, dans la mentalité globale de la communauté maghrébine, la majorité est contre. Et d'ailleurs, je vais le dire, faites un sondage dans la rue en vis-à-vis. Vous avez une majorité écrasante de contre. Mais au téléphone, dans un SMS, dans le truc, je vous ai envoyé, cher Christophe, la célèbre phrase d'Umberto Eco. Umberto Eco, donc le grand intellectuel italien, celui qui a fait Au nom de la rose et tout ça. Qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, avant, il y avait des gens dans les bars qui venaient raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont dans les... Attends. Et à chaque moment, quelqu'un dans le bar lui dit, ferme-la. Ne raconte pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on est passé dans les réseaux et tous ces gens-là ont autant d'importance que le prix Nobel dans une discussion sur la table. On va du côté du standard au 01 40 33 9000 parce que la voix du peuple compte dans cette émission. On va à Marseille. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Salut, c'est Ben de Marseille. Bonsoir Ben de Marseille. Alors, on parle de la burqa et vous allez en entendre parler à mon avis d'ici une petite semaine dans tous les médias. Moi, je trouve ça un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui est n'importe quoi? Qu'est-ce qui est n'importe quoi, Ben? On vous écoute. Qu'est-ce qui est n'importe quoi? Les gens, quand ils savent un truc qui est interdit, ils vont porter le truc, c'est le burqa, pour faire polémique en fait. En sachant que c'est interdit, c'est vrai, tu rentres dans une banque, ou un flic qui t'arrête. Qui te dit que c'est la personne qui est en dessous ce truc, que c'est vraiment elle? Moi, franchement, perso, je suis contre. Très bien. Et vous en êtes expliqué en tout cas. Merci Ben je rappelle qu'il y a eu, de Marseille. Au nom de la burqa, il y a eu quand même plusieurs attaques, notamment à Marseille, de bijouterie. Oui, puis donc ça devient l'utilisation d'un argument entre guillemets juridique utilisé par des bandits. Donc le dernier monsieur Fayed. Oui, Radon Fayed a utilisé une burqa pour se cacher. Voilà. Donc quand un instrument
Il est 17h et vous êtes bien sur France Maghreb 2, merci d'y rester d'ailleurs. On parlait avant d'avoir été coupé de manière sauvage par une coupure d'électricité donc dans le quartier, on précise. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. On dénonce EDF. Voilà, un complot merci électrique. EDF. Voilà, un complot électrique, voilà. Électrique techno. Voilà. En tout cas, on parlait de la burqa parce que dans une semaine, effectivement, on a décidé d'en parler aujourd'hui parce que on en reparlera dans tous les médias, dans à peu près d'ailleurs ça commence demain soir, parce que j'apprends que notre Faiza Ben Mohamed du LGF est invité chez Cyril Hanouna demain soir dans Touche pas à mon poste. À propos de quoi? Et bien de la burqa. Voilà, donc ça commence demain avec Néric Nolo et plein de monde en plateau. Et elle sera donc sur le plateau. Vous savez que je lui ai lancé un défi. Mais parce qu'ils invitent jamais les femmes voilées à la télé. Ils en parlent constamment, le voile, le burqa, sans inviter des femmes qui portent le burqa ou le voile, ou alors des femmes qui ne portent pas et qui sont pratiquantes. Je lui ai lancé un défi à Faiza Ben Mohamed et j'espère qu'elle va le tenir. Grand forum France Maghreb 2 demain soir chez Hanouna. Faut qu'elle donne ces 2 mots clés, qu'elle se débrouille pour le faire. Donc Faiza, entraîne-toi. Donc on va en parler d'ici une semaine parce qu'effectivement la France devrait être condamnée par rapport à cette loi qui est passée en 2010. Je le disais tout à l'heure, Tarek, Anissa et Nadir, à mes auditrices auditeurs, c'est que au départ et avant de passer cette loi, je crois qu'il devait y avoir à peine une centaine de cas en France, et depuis que la loi est passée, ça s'est, en tout cas dans un premier temps, multiplié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça s'est un peu atténué, on n'en voit quasiment plus dans les rues de Paris et d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est un phénomène qu'on peut comprendre tout à fait tranquillement si on a fait un peu de sociologie, par provocation, que sais-je encore. Il y a ces femmes qui ont porté cette burqa après le passage de cette loi. Voilà, en tout cas. Non, et puis Christophe, excuse-moi de te couper. 58% sont contre sur Facebook, France Maghreb 2. Idem d'ailleurs sur Twitter, LGF officiel pour voter. Oui, Nadia. Non, il y a des femmes qui sont sincères dans leur démarche. Hein. Mais on n'a pas dit qu'elles n'étaient pas sincères. Non, mais voilà, parce que je pense qu'il y a des femmes qui le portent comme ça. C'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, mais pour elles se disent voilà, j'ai une certaine pudeur, j'ai une façon de regarder ma religion, de la comprendre. Et aujourd'hui, je pense qu'en me mettant comme ça, je me préserve de certaines choses. Après, que ça soit vrai ou pas vrai. On va dire que c'est secondaire, mais après qu'elles aient choisi ce vêtement-là pour se préserver de certaines choses, franchement, moi, ça me dérange vraiment d'intervenir là-dessus. Non, mais le problème, c'est que, comment dire, c'est encore compliqué, complexe, parce que les gens veulent toujours oui, non. Cette histoire de burqa dans le monde arabe, on va les prendre pays par pays dans le monde musulman. Elle est pratiquée essentiellement en Arabie Saoudite et en Afghanistan. Essentiellement. Dans tous les autres, c'est quelques cas ou c'est majoritairement non. C'est une autre forme de voile. Voilà, c'est des voiles qui sont différents. Et par exemple, en Tunisie, de temps de Ben Ali, avant qu'il soit viré par son peuple, il n'y avait aucune burqa. Pendant les 3-4 premières années de la révolution. Oui, mais pourquoi, Tarek? Pourquoi? Attendez, mais non, parce qu'il y avait une grosse répression auprès des mosquées, etc. Il y avait une surveillance extrême. Pendant les 4-5 premières années, il y en avait. Et aujourd'hui, c'est devenu une rareté. Donc, il y a une espèce de phénomène de régulation sociale qui fait que quand vous dites c'est interdit, les gens y vont. Quand vous expliquez aux gens, les gens prennent leur choix. Et vous avez cette régulation sociale qui se fait. Mais ils ne peuvent pas prétendre, et c'est mon point de vue, comme dit l'autre, il le gage comme moi, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils mettent ça au nom de la religion, quelle que soit leur conviction vraie et sincère. Et les imams sont pas courageux dans l'histoire alors, Tarek? Pourquoi ils n'en ont pas répété, martelé, expliqué et réinterprété Parce qu'il n'y a pas une église comme chez les chrétiens où un pape à la fin il dit ce qu'il a dit aujourd'hui, d'ailleurs une phrase très forte, et là on verra si la polémique va prendre ou pas. Aujourd'hui il dit que l'avortement c'est un tueur à gages. Oui. Bon, si la polémique a déjà pris. Oui, ça a bien pris, il s'en prend. Mais il se trouve que quand tu as une communauté importante d'1 million ou de 50 millions et qu'elle n'a pas de représentants et que vous passez encore chaque goumi la semaine dernière, qui parle de couscous le vendredi. Le mardi le couscous. Le vendredi. J'ai réécouté. On balance ton porc là, non avec les repas de substitution. Oui. Alors là, je parie. Alors Tarek, je parie avec vous tout de suite en direct. C'est le mardi. Ah bah moi j'ai entendu couscous le mardi. Moi j'ai entendu. J'arbitre. Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, dans la langue française, ces repas ne sont pas de repas de substitution. C'est que la règle dans la cantine, il y a toujours eu des choix. Des choix, tout à fait. On a connu ça quand on était jeune. Et donc dire substitution, c'est comme si c'est à cause de citoyens français de confession musulmane qu'on subirait, qu'on rajoute quelque chose contre eux. Bon, il n'y a pas de substitution. Les femmes ont besoin aussi de prendre la parole sur ce sujet. Fatiha, qui nous appelle de Nanterre, a un avis à nous donner. Bonsoir Fatiha. Oui, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît seulement, je dois répondre pour la burqa.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, est-ce que vous pourriez baisser votre radio, Fatiha, s'il vous plaît? Oui. Baissez votre radio derrière vous, s'il vous plaît, parce que ça fait écho, ça fait un truc pas terrible. Baissez la radio ou éloignez-vous de votre poste. Oui, c'est vrai, oui. Merci, Fatiha. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors, moi, je suis pas d'accord avec le burqa, et avec le niqab, et avec le voile, et avec etc., etc. Oula, oui. Parce que tout ça, c'est écrit dans le Coran. Dans le Coran, et nous, on n'a pas peur de ce qui est dans le Coran. C'est pas le Redouane Faïd qui fait ça. Alors, la France a fait peur que nous tous sommes tous allés faire le burqa. Il nous a mis, ça veut dire d'arrêter ça et de rater. Non, c'est pas ça, on n'a pas peur d'eux. S'il le fait, la personne qui le fait, les burqa, il le fait. Si qui le fait pas, il le fait pas. Mais c'est le burqa, c'est écrit dans le Coran. Alors s'il doit rentrer dans, ça devenir grave. C'est la fin du monde, quoi. De petit à petit, on entend. Des fois, il y a beaucoup de choses, je n'arrive pas à le dire. Ils vont arrêter. Alors si on est en train d'écouter les Français, ça c'est fini. Le ramadan, la prière dans la rue, et le burqa, la voile, le travail, pas la prière au mirabeau. Nous sommes des musulmans quand même, nous avons le droit de faire ce qu'on peut. Merci Fatiha pour votre avis en tout cas et pour avoir donné votre avis en tout cas 01 40 33 9000. Moi je pars du principe qu'il y a une loi et quand il y a une loi dans un pays, qu'on soit d'accord ou pas, on la respecte, c'est tout. Quand on va quelque part, quand on va chez toi, je vais chez toi, Anissa, Christophe, tu as des règles, je les respecte, sinon je viens pas chez toi. Non mais aux États-Unis jusqu'à 62, la loi interdit aux Noirs de s'asseoir dans un bus. Non mais d'accord. Non mais c'est ça la loi. Ouais. Donc la loi, elle est faite aussi par contester. La loi, mais Christophe, comme je te dis dès le départ, j'insiste là-dessus. Il y a des lois qui sont promulguées, qui sont imposées par des lobbies dans leur intérêt à eux et pas celui du peuple. Pas du contraire. Et celui du peuple. Donc tu peux voir que contre la loi, mais il faut se battre avec les moyens de la loi. Et, par exemple, contre le bus, il y a eu des procédures d'avocats qui s'est monté jusqu'à la Cour suprême pour dire pour contester. Mais on ne peut pas dire il y a une loi, faut la respecter. Il faut la respecter parce qu'elle est là, mais il faut la contester avec les moyens de la loi. Bon. Alors, on a Nassim qui nous appelle, on va prendre le dernier appel, Nassim de Dijon sur ce sujet évidemment, mais vous continuez de voter et de répondre à la question sur Facebook France Maghreb 2. Ça vous dérange pas qu'on soit à l'antenne là? Non mais dites-le, sinon vous faites, on ouvre un bar, on boit un café ensemble, il n'y a pas de problème les gars. Ah ben c'est ce que dit encore une fois Umberto Eco. Oui, 01 40 33 9000, Nassim de Dijon, bonsoir Nassim. C'est Houssine. Ah pardon Houssine, bonsoir Houssine. Comment ça va-tu France? J'aime bien votre radio. Merci. C'est la troisième fois que je vous appelle. France Maghreb 2, elle s'appelle. Ouais, France Maghreb 2. Et je vous appelle seulement pour vous raconter une anecdote que un vieux Marocain m'a raconté par rapport aux Pays-Bas. Ouais. Quand ils sont venus dans les années 70, un rabbin ou un curé leur avait dit, il a ramassé tous les chrétiens de Pays-Bas, il leur avait dit, ça pose un problème, les musulmans sont en train d'être nombreux. Il leur avait dit à l'époque, ne vous inquiétez pas, les hier, on va s'occuper des fruits. Vous avez compris? Non, on n'a pas compris parce que vous avez été coupé sur le début de votre phrase. Il leur avait dit, vous inquiétez pas des troncs, les troncs d'arbres, ils vont vieillir. On va s'occuper des fruits. Ah oui. Et alors, et c'est ce qu'on voit maintenant. Oui, bon. Dans tous les sens du mot, il y a des bons fruits, il y a des mauvais fruits. Voilà, c'est ça. En France, on a commencé par faire la tuerie de genre, la religion, l'autre, ils ont commencé par nous empêcher de travailler, ils n'ont pas pu. On a pris des sociétés et tout, les musulmans ont quand même su participer à la société, si vous voulez. Et là, ils commencent à nous taper sur la religion et sur l'être humain, l'homosexuel, le talala. Et ça est-ce qu'on peut vous poser la question, qui est la question du jour aujourd'hui? Est-ce que vous, personnellement, vous êtes pour que les femmes portent la burqa ou contre en France? Je suis contre la burqa parce que c'est pas un habit musulman, monsieur. Voilà, merci. Oui, mais posez la question, est-ce que finalement c'est pas s'immiscer dans la liberté religieuse de chacun? En réalité. Mais pourquoi vous parlez de religion alors qu'on vous dit depuis tout à l'heure que c'est pas un habit religieux? La liberté de conscience, alors je sais pas, certains patrons le voile. Ce n'est pas religieux. Voile façon africaine. Vous pouvez respecter les consciences, mais ne prenez pas un mauvais, un mauvais motif pour justifier une bonne intention. En arabe, il y a une superbe expression pour les auditeurs qui la connaissent. On dit donc une vérité qui est utilisée pour un mensonge. Ouais. Bon, et toute la philosophie, pas la religion, mais la philosophie religieuse musulmane est construite sur ça. Bon. Et une parole de vérité doit être utilisée pour la vérité et pas le contraire. Merci Hossein de Dijon. En tout cas,
Oui, il veut dire un truc, oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une photo de lui et moi sur la journée de savoir à Dijon. Ah, photo de Tarek Mami aussi. Sur ma page Facebook. Ah, la page Facebook, ah bah dis donc. Hein. Bravo. Je suis une vedette, mais je ne le sais pas. Voilà, donc j'irai voir votre page Facebook. Vous êtes sur la page Facebook de Hossein. Merci, Hossein. Et Hossein Abdelkalik. Merci, Hossein, à bientôt. Voilà. Oui, la journée du savoir à Dijon, un événement. Ça fait 10 ans que France Maghreb 2 est partenaire officiel tous les ans, en clair, en général, au mois de juin. Sauf quand le Ramadan perturbe pour la faire avancer de beaucoup. Bon, en tout cas, vous continuez de voter sur France Maghreb 2, Facebook, Twitter, LGF officiel. Voici le zapping. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, mais aussi à la radio. Et ça commence par une question posée par un journaliste à Christophe Castaner. Une drôle de question assez osée. Écoutez plutôt. Monsieur Castaner, est-ce que vous allez traverser la rue pour trouver un nouveau boulot? On n'entend pas la réponse, c'est dommage en tout cas. Oui, il risque de traverser la rue puisqu'aujourd'hui il travaille à l'Élysée. Ah non, mais c'est un sketch cette histoire. Ouais, c'est un sketch cette histoire. Castaner qui traverse la rue pour trouver du boulot. Vous dites qu'il risque de la traverser la rue? Oui, je pense. Il sera pas ministre de l'Intérieur. Non, il sera pas ministre. Ah bah de toutes les c'est eux qui décident comme entre eux. Mais je veux dire dans le casting actuel, si c'était Castaner, ça serait fait déjà. Favori. Non, il devrait. Parce que quand vous faites ce ministère, vous devez prendre quelqu'un en qui vous avez confiance. Bien sûr. On va aller à un découpage électoral dans 2 ans. Quelqu'un qui est à l'oreille du président et vice versa. Et quelqu'un qui a fait ses preuves dans le parti dans lequel il est. Et aujourd'hui, c'est devenu une espèce de chemin depuis Sarkozy. Si tu veux avoir un avenir dans 10 ans, faut faire un tour à Beauvais. Et puis c'est un très bon soldat. Et puis il était responsable du parti. Voilà. Après, il était porte-parole. Et puis on lui a demandé après par la suite d'être responsable du parti. Donc il fait ce qu'on lui dit. Et donc je pense que quelque part il peut être alors de pourquoi prendre une semaine et demie pour nommer Castaner? Parce que c'est un choix qui est très difficile. Et il y a plusieurs choix à faire. Il n'y a pas qu'un seul choix. Parce qu'aujourd'hui. Mais ce qui pose problème apparemment c'est le ministre de l'Intérieur. Non. Comment ça non? Vous avez des infos, Tarek? Allez-y, balancez. Moi je sais pas, parce que tous les journalistes nous disent aujourd'hui. Justement, moi je suis pas là à la radio pour balancer, pour faire le buzz. Moi je suis là pour lire, pour analyser, pour essayer de comprendre et pour interpréter, et je peux me tromper à 100%, c'est pas grave. Mais je ne reprends pas la dernière phrase sur machin de telle télé ou tel truc et je balance comme une vérité coranique puisqu'on parle de Coran. Mais non, mais vous dites non, ça veut dire que c'est par la négation, vous en êtes sûr? Non. Alors dis je pense pas. Non mais oui, c'est non parce que il y a l'orage aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème. C'est le LGF, c'est ça. Non mais parce que c'est un poste qui correspond au bonhomme. C'est-à-dire quand vous voyez ce qu'a fait, qu'est-ce qu'il a fait notre grand ministre? C'est peut-être un poste là, maintenant, au bout de d'une semaine. Mais dans les débuts, c'était pas du tout le cas. Oui. Il a fait des castings, il y a des gens qui sont passés. C'était pas le premier choix, Castaner. Il y a des gens qui ont refusé. C'est pour ça que je dis qu'en effet, ils se trouvent dans une situation où ils sont dans l'urgence parce que les médias leur mettent la pression pas possible. Donc à mon avis, il va revenir sur cette position parce que comme on parlait juste avant, c'est un homme de confiance et puis s'il n'y a pas d'autre choix, vaut mieux prendre un mec sur qui on peut compter, même s'il a pas les compétences. Le fait d'avoir publiquement indiqué qu'il démissionnerait, si toutefois est-ce que c'est pas s'il l'a répondu dans une phrase en tout cas, à vérifier parce que pareil je l'ai pas vu. Encore une fois, Umberto Eco, 2 personnes se retrouvent dans un couloir et lui dit il m'énerve, s'il me fait pas ça je m'en vais, ça sort, ça devient tweet, ça devient le sujet de la réunion, c'est pas possible. Alors c'est en effet sorti dans la presse et que non mais il s'écrit il se dit micro Anissa, micro. Non mais excusez-moi Anissa, dans la presse j'ai vu le truc, il a dit une phrase à quelqu'un dans un bureau ou dans un couloir de l'Assemblée. Et ça devient une vérité universelle sur laquelle on construit. Après, lui, il est piégé. S'il dit oui, s'il dit oui, il ne peut pas avoir le poste. Et s'il dit non, l'autre t'a dit publiquement, t'as dit que c'est non, ça devient compliqué avec les réseaux. Ce qu'on va faire, on va balancer la pub tout de suite, comme ça on s'en débarrasse de cette pub. On se débarrasse pas, on passe la pub. Si, moi je m'en débarrasse. Et dans un instant, on continue le zapping avec justement un reportage Tarek Mami qui crée déjà la polémique, et puisque le CRIF et Meir Habib sont vent debout contre France 2, les accusant d'antisémitisme à cause d'un reportage diffusé ce soir sur l'armée israélienne, sur Charles Anderlin, la répression israélienne donc sur la bande de Gaza, et un soldat explique
ce pourquoi l'armée israélienne leur demande de tirer dans les jambes. Il s'en explique ce soir. Donc un extrait de ce reportage qui va être diffusé ce soir sur France 2, dont le CRIF et Meir Habib sont montés vent debout contre France 2, contre Envoyé Spécial et en l'occurrence contre Élise Lucet, puisque c'est la nouvelle patronne d'Envoyé Spécial. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, il faudrait un jour que je pense à mettre des micros pour capter les conversations en antenne pour faire un best-of à la fin de l'année. Oui. Ah non mais ça serait c'est vrai, magnifique. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Ah oui. Bon, revenons à notre zapping. Ce soir sur France 2, on en parle parce que ça crée déjà la polémique avec un communiqué du CRIF et de Meir Habib. Sur France 2, donc, dans le magazine Envoyé Spécial, un reportage consacré à la répression de l'armée israélienne sur la population de Gaza. Et dans cet extrait, donc, un militaire israélien explique les ordres qu'il reçoit de l'armée pour tirer dans les jambes des Palestiniens. Écoutez, extrait de ce reportage en avant-première. Tout ça ici, ce sont les journaux de bord de militaires que nous avons recueillis depuis des années. Nadav Veyman, 32 ans. Il représente une organisation de 1200 anciens soldats. Et si nous venons le voir, c'est parce qu'il a lui-même été sniper. Il a eu à tirer sur des Palestiniens. Vous étiez spécialiste en élimination? Oui. Infiltrer les maisons, se camoufler et bien entendu tirer. J'imagine que vous savez combien de personnes vous avez tuées? Combien? Vous ne voulez pas répondre? Nous ne tirions pas sur des manifestants non armés, ce n'était pas autorisé. Mais ces dernières semaines, ces derniers mois, l'armée a tiré sur des dizaines, des centaines de Palestiniens non armés et certains ont été tués. Nous montrons à l'ancien soldat les mêmes images de Palestiniens pris pour cible que nous avons présentées au porte-parole de l'armée. Depuis la butte, là, la ligne de tir est bien dégagée. Un sniper, normalement, ça tire à 200, 300, 400, allez, 500 mètres. Là, il tire à 60 ou 70 mètres. Ça veut dire que le sniper, dans sa lunette, il peut choisir de tirer sur le genou, la cheville, le tibia. Il peut tirer où il veut, parce qu'il est tellement proche. Ça veut dire aussi qu'il voit très clairement que cet homme n'a pas d'arme, que c'est juste un manifestant. Mais dans nos règles d'engagement, il est dit que le meneur de la manifestation, on peut lui tirer dessus, dans la jambe. Vous êtes autorisé à faire ça? Oui. Durant votre formation, on vous apprend ça? Bien sûr. Personne ne remet ça en cause. Ce sont les instructions de l'armée. Vous pouvez tirer sur un meneur? Oui, le meneur. Donc vous êtes formé pour tirer sur le leader d'une manifestation, même s'il ne porte pas d'arme? Oui, ces gens qui manifestent côté Gaza ne sont pas une menace. Vous pourriez les éloigner avec des balles en caoutchouc, plus de gaz lacrymogène, j'en sais rien. Je ne suis pas tacticien, ce n'est pas à moi de trouver les solutions. Mais je sais que les forces israéliennes auraient bien d'autres possibilités. Voilà un extrait de ce reportage qui sera diffusé ce soir sur France 2. Et le CRIF et Meir Habib accusent France 2 et Envoyé Spécial d'antisémitisme. Moi j'ai juste une petite question d'un citoyen français de base qui comprend rien à la politique. Celui qui parle, il est quoi? Soldat. De quel pays? D'Israël. Donc il est antisémite en disant ces phrases. Bah écoutez, apparemment on accuse le reportage de manipuler... Non mais à partir du mot, c'est un Israélien qui parle de ce qu'il fait. Oui. Si c'est moralement acceptable, il faut l'assumer. Ouais. Et dire France 2, bravo, tu fais ça, je parle au nom du CRIF et de M. Meyer. Et si c'est moralement pas bon, ne dis pas c'est antisémite, puisque c'est un sémite qui parle de ce qu'il fait dans son métier. Donc on va demander à la France de faire de la censure de ce qu'un citoyen israélien dit. Je ne vais pas vous lire une page et demie de ce qu'a écrit ce matin un grand journaliste israélien qui s'appelle Gideon Levy, sur le fait qu'il y a déjà une première interprétation de la nouvelle loi Israël État des Juifs, au pays des Juifs, dans lequel un juge vient de dire, à partir du moment où c'est la terre des Juifs, tout ce que les Juifs font, ils ont le droit, c'est légalisé. Et donc Gideon Levy écrit, aujourd'hui en Israël il y a deux sons. Il y a le son israélien rouge, clair, on n'y touche pas. Et il y a les sons de tous les autres. Et c'est ceux des Israéliens. Alors pourquoi le CRIF ne fait pas un communiqué contre le journal Haaretz israélien, qui en gros toutes les semaines publie une ou deux tribunes de ce genre? Pourquoi il attaque France 2? Anissa, en tant qu'avocate là.
Je ne sais pas. C'est une bonne question que vous posez, Tarek. Je ne sais pas. Mais est-ce que le journal Haaretz c'est en odeur de sainteté, Oui, bien sûr. D'accord. Ouais, parce que un journal qui n'est pas en odeur de sainteté, plus personne l'achète, il fait faillite. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un peu comme une radio, si plus personne n'écoute, elle ferme. On est à l'électricité. Nadir, en même temps, c'est pas étonnant. À chaque fois qu'il y a un truc sur Israël, de toute façon, c'est alors qu'hier soir, précisons-le, Tarek. Ouais. Il y avait une manifestation, je crois que c'était au Palais Palais Chaillot à Paris. Oui. Une vitrine d'exposition de la musique israélienne au nom de la modernité et de la culture israélienne. Bon, voilà. Il y a eu une manifestation appelée par Capdio. Les gens sont venus, ils ont fait leur petite manif, ils ont pris leurs petites affaires, comme dit Jacques Brel, ils ont pris leurs petites valises, ils sont rentrés chez eux. Ouais. Ils n'ont pas fait un grand communiqué, vous n'avez pas le droit, on va venir... bon, c'est dit n'importe quoi. On va rappeler en 5 secondes. Vous tapez sur Internet l'affaire Mohamed Dora. Oui. Vous tapez plus bas, Charles Anderlin, affaire Dora. Oui. Charles Anderlin est un citoyen. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Juif. Non, mais excusez-moi. Juif, israélien et français. Donc, il est israélien ou pas? Il est juif ou pas? Il a le droit de faire son travail tel que lui, en conscience, il le fait ou pas? Et ça a duré 10 ans. Il s'est trouvé aux prises. Ouais, tout à fait. 10 ans. Ouais. Et le tribunal de Paris donc lui a donné raison à plusieurs reprises. À la fin, il ne manque plus qu'une protestation de quelqu'un qui dit le tribunal, en donnant telle décision, est antisémite. Ouais, tout à fait. L'antisémitisme, pour moi, il est aujourd'hui en train d'atteindre ses limites. Et je peux vous le dire tel que je le pense et tel que je fais mes lectures, cher Christophe, et mes analyses. Il y a un certain moment qui va arriver, dans la société française en général, il va y avoir des gens... Cet argument aujourd'hui, ils vont dire il y en a ras-le-bol. À la limite, comme vous dites qu'il ne faut pas importer ce qui se passe en Israël, que les Israéliens et les Palestiniens se battent là-bas, mais vous, en tant que Français, ne venez pas nous gonfler la tête avec cette histoire d'antisémitisme. La Shoah, tout le monde la connaît. La Shoah, tout le monde la reconnaît. La Shoah, tout le monde la respecte. La Shoah, tout le monde s'y plie. Alors, faut pas en rajouter, il faut pas faire des gages au-dessus des gages, ça ne sert à rien. Donc à chaque fois qu'il y a un sujet qui est traité et qui concerne les Palestiniens, tout de suite on crée l'antisémitisme. On l'a vu d'ailleurs en 2011 avec, je sais pas si vous vous souvenez de ce documentaire Un œil sur la planète, Thierry qui avait aussi, tout à fait, qui avait aussi justement fait réagir un certain nombre de personnes, notamment politiques, qui criaient à l'antisémitisme parce qu'il était question juste de poser une question. Le documentaire portait juste sur une question qui consistait à savoir si demain il pouvait exister un État palestinien. Donc cette question-là, elle a suffi à elle seule justement à déchaîner toutes les passions. Tout à l'heure, je crois qu'un auditeur a parlé de quelque chose et moi ça m'a tilté. Ah oui, sur le vieux de Pays-Bas qui dit les arbres et les fruits. Vous savez, quand les Israéliens, les troncs, quand les Israéliens ont installé donc leur État, leur pays, leur État, ce que vous voulez, Ben Gurion, le fondateur, a dit vous inquiétez pas. Avec la disparition de la première génération, la deuxième génération, cette question disparaîtra de l'histoire de l'humanité. Il se trouve que ceux qui naissent aujourd'hui sont plus virulents que les Palestiniens qui étaient nés en 48 ou qui étaient en 20. Et donc, vous ne pouvez plus aujourd'hui... Ils sont morts, mais les jeunes ils ont hérité de ces souffrances, parce que nous ne sommes cette injustice, et à un moment donné, on ne peut pas l'effacer, cette souffrance. Parce que nous ne sommes plus à l'ère, donc au siècle, du massacre des Indiens d'Amérique du Nord, où il n'y avait pas le retentissement médiatique humain. Oui, et puis on a fait croire pendant des années que les Indiens étaient les méchants, que les Européens étaient les gentils. Personne ne peut. Mais même la société française, on en discutait il y a quelques temps encore, n'accepte plus le diktat de certains députés franco-israéliens ou de la vision de l'État israélien, notamment sur la politique française ou sur le fait que aujourd'hui, nous Français, nous ne pouvons pas intervenir sur des sujets parce que on serait tout de suite taxé d'antisémite. Moi, je rappelle aussi pour certains que en tant que maghrébin, en tant qu'arabe, je suis sémite également. Donc ils peuvent le dire à des Français qui ne connaissent pas cette histoire-là, mais à des maghrébins comme nous qui avons aussi un regard critique sur ce qui se passe en Palestine occupée, nous traiter d'antisémites, ça nous fait drôlement rire. Mais après, il y a le point de vue juridique, quand on sait que la France a quelque part distingué le racisme et l'antisémitisme, et que les Israéliens aujourd'hui s'appuient sur ce point juridique pour mettre une pression et faire comprendre aux gens que si aujourd'hui ils regardent de près ce qui se passe là-bas, ou si ils osent répondre ou dire à certains événements ou certaines émissions, ils peuvent être condamnés pour antisémitisme. Et ça c'est absolument scandaleux et il faut le dénoncer encore aujourd'hui. Bon, on avance parce qu'il faut qu'on avance.
Cette fois, il va falloir attendre au moins demain, sans doute plus d'ailleurs. L'Élysée a tranché, vous le savez, pas de remaniement annoncé avant donc le retour d'Emmanuel Macron d'Arménie où il participe au sommet de la francophonie. Et l'Arabie Saoudite a retiré sa candidature ce matin. Oui. Pour le poste de... Non, pour la francophonie en général. Oui, non, je sais. Je rappelle que c'est le cas depuis le 2 octobre, donc le gouvernement va continuer d'avancer sans ministre de l'Intérieur depuis l'annonce de la démission de Gérard Collomb. Mais Emmanuel Macron l'assume, il l'a dit par la voix de son porte-parole Benjamin Griveaux, il assume de rompre avec les pratiques habituelles qui voulaient qu'on change en quelques heures tel ou tel ministre, et il assume au risque de créer la polémique. Pourquoi un tel laps de temps? Et surtout, on commence à l'évoquer ici même, est-ce que c'est le signe de désaccord entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Cette idée se renforce du côté de l'opposition, à tel point que le chef du gouvernement lui-même est monté au créneau pour balayer une telle hypothèse hier à l'Assemblée nationale. Oui. Je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Voilà, donc c'est Édouard Philippe effectivement hier qui a rompu avec donc cette idée donc d'un éventuel problème entre le président de la République et Édouard Philippe. Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi exactement? Vous faites quoi, Nabil? Qu'est-ce que tu viens perturber l'émission? C'est vrai, non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ici. Nadir, Édouard Philippe, Édouard Philippe qui donc remet les choses dans l'ordre en disant il n'y a pas de problème avec Emmanuel Macron. T'y crois ou est-ce que tu es sur la ligne de certains journalistes qui disent aujourd'hui on explique le fait de ne pas avoir de ministre de l'Intérieur ou de ne pas avoir de remaniement par un problème entre le Premier ministre et Emmanuel Macron? Non, je ne crois pas, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut se rappeler que le gouvernement aujourd'hui n'a pas réellement un parti politique sur lequel il peut s'appuyer et notamment puiser pour trouver ou répondre à des problématiques qui sont liées à des nominations. Donc je pense qu'aujourd'hui ils sont complètement perturbés parce que ils ont voulu créer quelque chose qui était nouveau dans un système ancien et qui fait qu'aujourd'hui on s'aperçoit que il faut quand même des fondations, il faut quand même des ressources, des appuis pour pouvoir notamment répondre à des troubles comme ça politiques et des nominations comme ça dans l'urgence de nouveaux ministres ou de remaniements. Donc là je pense qu'ils sont arrivés à une certaine limite et je pense que ça va plutôt s'aggraver par la suite parce que quand on fait de la politique, quand on veut gérer un pays comme la France, il faut vraiment avoir des ressources d'un point de vue politique. Bon, Anissa? Non, c'est juste encore là, je dirais, voilà, l'expression, la manifestation, la preuve même de ce que ce gouvernement, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Yasser, a été créé presque de toutes pièces, que voilà, une famille politique ne peut pas se créer comme ça. Il faut une doctrine, il faut des appuis, il faut un réel staff. Et là, le souci, c'est que j'ai le sentiment que Macron paye un peu le fait qu'il soit tout jeune en politique, j'ai presque envie de dire. Donc voilà. Oui, mais quand il te dit on veut rompre avec l'ancienne méthode qui consistait à dire qu'on va changer de ministre, tel ou tel ministre en quelques heures. On veut prendre notre temps, genre on gère la situation. Il y a vouloir et pouvoir. Voilà, ça c'est de la com. C'est ce qui a fait leur réussite au départ, c'est de dire on va virer vieux monde et on va instaurer une nouvelle façon de faire de la politique. Mais la réalité démontre qu'aujourd'hui, quand t'as pas un réseau, un parti politique qui est là ancré, t'as pas les moyens de gérer ou de pallier à ta communication, notamment à ces propos. Problème de communication, Tarek? Non, en fait la Constitution est ce qu'elle est. Tarek toujours en contradiction. Vous avez une Constitution et la Constitution elle s'impose à vous. Bien sûr. Et le président Macron aujourd'hui essaye de la titiller pour à son avantage. À son avantage. Oui. Or, elle est tellement rigide qu'elle est très difficile à faire. Par exemple, la règle du jeu quand on fait un remaniement dans la 5e République, c'est que le gouvernement présente c'est que le gouvernement présente sa démission et repasse devant l'Assemblée Générale pour avoir un nouveau vote de confiance. Et les journalistes eux-mêmes, ils sont tombés dans le piège parce que ce sont les journalistes qui ont annoncé qu'il va y avoir une démission collective et qui vont attendre. Et tant qu'il n'y a pas ça, les journalistes qui sont du vieux monde, dans le sens normal du terme, eux n'ont pas changé. Oui, ils sont perdus par rapport à ce qu'on leur propose. Et l'autre, c'est plus une tradition, on va dire, voilà. Oui, non mais c'est difficile de changer de tradition. Oui, absolument. Non, mais. Donc les journalistes n'avaient pas tort dans le sens où effectivement ils ont ça s'est toujours fait ainsi. On va faire comme d'habitude, comme dit la chanson de comment il s'appelle, mais comme d'habitude. Et là, ce n'est pas l'habitude.
Ouais. Et alors et alors Macron est obligé, le président Macron est obligé de justifier pourquoi c'est pas comme d'habitude. Et pour moi, cette crise pour le pays, contrairement à ce que beaucoup d'autres peuvent dire, est une crise saine. Parce qu'elle est en train d'équilibrer le rapport du Premier ministre avec le président de la République. Et avant, il y a le président de l'appel, il lui dit fais-moi une liste de 70. Et il donnait des triplés par poste. Par exemple, le premier gouvernement de Hollande en 81, à chaque poste de ministre, à chaque poste de ministre, il y avait 3 propositions. Et le Premier ministre discutait, défendait les intérêts des trucs. Non, mais c'est bien la démonstration que Macron n'a pas de famille politique en réalité. Non, c'est pas qu'il n'a pas de famille. Ça veut dire que le président avait l'habitude. Non, mais sortir 3 noms sur un poste. Non, ils peuvent. Ah bah ça y en a. Il y en a 5 qui ont refusé a priori. Oui, attendez. Il dit oui, non. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus oui, non dans le président. C'est le Premier ministre aussi dit oui, non. Parce qu'il dit, moi par exemple, l'expérience de Hulot, parce qu'il était contre Hulot, le Premier ministre actuel, me donne la preuve que je ne peux travailler qu'avec des gens en qui moi j'ai confiance. Alors j'avais pas confiance en Hulot. Et j'ai pas confiance. D'ailleurs, dans une certaine presse, on dit que le Premier ministre a tout fait pour faire dégager Colombe. Oui. Et donc aujourd'hui, il voudrait avoir des gens en qui lui il a confiance comme le président. Dernière chose. Non, Colombe c'est lui qui a décidé de partir. Non. Colombe est parti pour 3 choses. Colombe. L'affaire Bellatar aussi. Oui. Elle a beaucoup joué. Benalla. Attention au lapsus. Alors il est parti pour 3 raisons. La première, il pensait jouer le grand-père tout seul avec Macron. Parce qu'effectivement, il est celui qui a cassé le Parti Socialiste. C'est un des premiers. Voilà, pour faire Macron. Et il a vu que Macron, j'allais dire préférer les jeunes, mais excusez-moi, sans arrière-pensée, les nouveaux qui se battent. Non, mais les jeunes, à ce vieux ranchon. La deuxième, la femme de Colombe, elle lui a dit clairement qu'il est en train de perdre sa vie. Oui, Lyon. Lyon. Je crois que c'était et donc, il a un intérêt personnel. Et le troisième, c'est que le Premier ministre a tout fait pour le dégager. Et donc, le Benalla Pourquoi Parce qu'il y a eu des cassures, notamment dans l'affaire, il y a 2 affaires par rapport aux cassures de Colomb. Et pour être tout à fait complet pour bien comprendre en tout cas ce qui s'est passé, l'affaire des 80 km/h, Colomb n'en voulait pas. Et le Premier ministre a tout fait. Et lui, il est monté en première ligne pour justement défendre cette loi. Et l'affaire Benalla, où Colomb est apparu comme quelqu'un qui ne maîtrisait absolument pas ce qui se passait. Pour le premier flic de France, ça fait un peu mauvais quand même. Je complète sur l'affaire Benalla. En fait, à aucun moment, d'après ce qu'on peut lire dans la presse sérieuse, parce qu'il y a une presse sérieuse, une presse sérieuse, Colomb ne parlait jamais avec le Premier ministre sur cette question. Et comme il est le tonton, pour faire simple, du président de la République, il passe au-dessus. C'est pas normal dans les institutions françaises. Il faut passer aussi par le Premier ministre, par respect à la fonction. Moi je trouve que c'est vieux jeu tout ça. Après on vit une époque, moi je trouve que c'est pas plus mal aussi d'aller directement parler avec la personne avec qui on s'entend mieux. C'est aussi le problème des rapports humains aussi. Je vous pose la question, cher Nadir. C'est la grand-mère qui va parler au petit-fils sans parler au père de ce qu'elle pense être bien ou pas. Mais après ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet et de la façon dont tu annonces ou tu abordes les choses. Il y a des choses auxquelles tu peux te confier à ta grand-mère sans vouloir passer par tes parents parce que tu sais. Non, mais je parle pas du gosse qui parle à sa grand-mère. Oui. Je parle de la grand-mère qui parle au gosse. Et Benalla qui passe directement par le président de la République sans passer par les conseillers pour organiser peut-être à sa demande une police parallèle, ça dérange pas? Il n'a pas ministre. Non mais au-delà de tout il n'a pas la structure juridique classique de la 5e République. Les gardes-corps sont toujours adressés à la personne qu'ils protègent sans passer par le ministre de l'Intérieur. Non, et puis c'est des situations qui ont toujours existé dans les gouvernements, que ce soit des gouvernements avec un parti politique ancré et un ancrage. Il y a toujours eu comme ça des divergences entre les uns et les autres et des politiques qui claquent la porte ou alors des gens qui sont déçus. Mais là, le souci, c'est qu'en fin de compte, Macron, quand il vend à tous les Français qu'il va faire autrement, la réalité, c'est qu'il n'y arrive pas. Parce que c'est difficile. D'une part, parce qu'aussi les Français, ne serait-ce en termes de réformes, les Français ont du mal à accepter les réformes. Notamment quand c'est des réformes qui peuvent pour la retraite. Oui, parce que l'avantage de la retraite, c'est que chacun a l'impression d'avoir échappé. À quelque chose et pas d'avoir gagné quelque chose. Et ça, c'est très malin. Tarek, pardon de vous couper, Tarek, mais là, vous êtes en train de minimiser, à mon sens. Ce qui se passe, on est quand même au bord d'une crise. Christophe, on n'arrive pas à trouver un ministre de l'Intérieur une semaine et demie. Excusez-moi. Là, on en est où, quoi? Cher Christophe, Macron n'arrive plus à convaincre, ça y est, c'est fini? Non, Christophe, moi, je vous dis que ce genre de situation de 10 jours, c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, vous avez même la dernière fois, parce que moi, j'ai pas trouvé. Le président de la République qui se casse.
Et personne ne sait où est-ce qu'il est pendant 4 jours. En 67, ou 10 jours, ou 11 jours. Ouais. Non, mais excusez-moi. Donnez-moi une 67, le général. Donnez-moi une général situation similaire où on n'arrive pas à trouver un ministre de remplacement. Alors, je vous donne un autre cas. Attendez, oui. Non, mais par aussi. Non, mais je vais vous donner un cas en Belgique. Ouais, plus récent. Combien de... Excusez-moi. Parlez pas de la Belgique. Excusez-moi, la Belgique est restée combien de temps sans gouvernement? Oui. Non, mais là, on a dit. On a dit, il y a un gouvernement. C'est incroyable. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas de situation similaire à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gars qui se cassent pendant 11 jours. Ouais, mais c'est le président. Voilà, il se casse pendant 11 jours. Il y avait un contexte particulier. Aujourd'hui, c'est pas un contexte particulier. Excusez-moi, le premier ministre de l'Intérieur assuré par l'intérim, par le Premier ministre. Le premier des fidèles qui est trahi. Après, pour nous, ce qui est intéressant pour les Français, c'est qu'ils choisissent un bon ministre qui assume pleinement sa fonction, qui n'a pas de visu, et surtout quelqu'un qui accepte une ville, mais qui répond réellement aux besoins des Français, notamment sur la sécurité, sur plein d'autres choses, et aussi les relations avec la banlieue, parce qu'il y a aussi ça. Donc, il faut trouver franchement un politique qui a le costume pour. Et ça, c'est pas évident, notamment pour ce poste-là. Si on nous sert du Castaner et qu'on a attendu 8 jours pour ça, excusez-moi, c'est une belle escroquerie. C'est votre point de vue. Non mais sérieusement, Castaner, c'était pas. Alors donc ça veut dire que Castaner n'était pas le premier choix. Mais comme Colomb, Colomb aussi, c'est pareil. On disait ce qui était un vieux routard, c'était un vieux de la vieille. Il allait répondre parfaitement à ce poste-là, et il s'est avéré qu'en fin de compte, c'est pas du tout le ministre de l'Intérieur qu'il fallait. Les deux lois les plus rétrogrades de l'histoire de ce pays. On est d'accord. Et le gars qui t'annonce 15 jours avant de partir, dans un an je pars. Je vous rappelle qu'il avait dit dans un an je pars. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Kamel, faites-vous une place dans cette meute là, c'est du n'importe quoi. Non mais c'est chaud, c'est très bien, merci beaucoup. Et moi je partage énormément de choses avec vous et j'aime un peu cette virulence de ton au travers des sujets que vous abordez. Moi j'interpelle tout de suite Tarek sur un aspect des choses. Dis-nous Tarek, quelle est la presse sérieuse dont tu parles tout à l'heure? Moi j'étais là en train de t'écouter comme plein d'auditeurs et je me suis dit de quelle presse il parle? Parce que là, la presse sérieuse, Tarek. Orient 22, vous connaissez? Comment? Orient 22, vous connaissez? Orient 22, non. Allez chercher sur internet. Orient 22. Comment s'appelle le truc du Moyen-Orient? Non, le Moyen-Orient, comment s'appelle? M2E là. Le regard sur le Moyen-Orient. Vous connaissez? Madaniya, vous connaissez? Et il y a plein sur l'internet. La presse française, il y en a quand même. Oui, c'est des séries. Il y a beaucoup de français. Vous avez celle de Plenel, comment ça s'appelle? Mediapart. Tout ça, c'est pas sérieux? Vous allez lire le Parisien, c'est toujours pareil. Là aussi, c'est une question d'interprétation, vous allez de lire sensibilité le Parisien, politique aussi. Vous allez lire le Parisien, vous allez lire Paris Match, et vous allez lire quoi? BFM? Non, on regarde en l'occurrence. Non, mais je fais exprès. Et vous allez me dire, il y a de la presse sérieuse. Je veux dire, c'est comme Arte et BFM, avec tout le respect que je dois aux deux pour le travail que chacune dans son domaine fait. Donc après, c'est des choix. Si vous restez sur le buzz, sur le réseau, sur Macron a dit, si l'autre doit, je sais pas quoi, c'est des choix qu'on fait pour analyser l'événement. C'est pour ça que je parle de presse sérieuse. Non, parce qu'aujourd'hui, une dictaque qui s'impose aujourd'hui. Je suis désolé, dès qu'on touche à Macron, ça devient un problème. Il est critiquable au même titre que tout le monde. Voilà. C'est pour ça que quand il fait des conneries, il faut le dire. Alors voilà. Mais de toute façon, les Français le disent. Un de nous considère que ce point-là est une connerie, l'autre il dit non, c'est pas une connerie, et vice versa. Donc c'est pas toutes des conneries et c'est pas toutes des louanges. Vous avez quand même, vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui se passe depuis son arrivée ressemble pas forcément étrangement à ce qui s'est passé auparavant. Il faut qu'on s'habitue, et c'est vrai que nous on est habitué à certaines choses, à certaines traditions. Pardon, quand il y a une démission d'un ministre, c'est le gouvernement qui démissionne. Le Premier ministre, on ne sait pour quelle raison. Enfin, j'ose imaginer pourquoi. Il n'a pas voulu retenter le vote de confiance parce que le président de l'Assemblée nationale, rappelons-le, le nouveau là, celui qui a été élu là en remplacement de Rugy, a été élu avec 100 voix de moins que de Rugy. Qui lui-même a une casserole par ailleurs. Voilà. Donc, non, mais si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, on va. Voilà. Il y a de la faiblesse qui se creuse au sein même d'En Marche. Cher Christophe, moi je vous pose la question. Est-ce qu'on n'arrive pas? Parce quand on change d'habitude, on a forcément tort. Non, pas du tout. Bon, donc on est dans cette phase où le président Macron veut ou propose, annonce, ou déclare, ou prétend. Voilà. Prétend vouloir changer. Est-ce que nous, en face, on dit, tiens, on le tient au mot et on regarde ce que ça donne? On dit, à partir du moment où il a prétendu ça marche pas. C'est ça le débat. Si je peux me permettre, oui, Kamel, termine. Ouais, si je peux me permettre, et là je te rejoins, parce que effectivement, quelque part, si on analyse un peu, bon, c'est un épiphénomène. Il y a véritablement d'autres sujets, et je citerai notamment la Palestine et la reconnaissance de ce pays, la France,
de la Palestine. Ce qui serait intéressant de mener d'ailleurs, au travers des gens et des gouvernements comme Macron. Tu dis quelque chose de très juste, effectivement, les habitudes, elles peuvent être changées, et moi, je crois très sincèrement que c'est peut-être l'occasion là pour Macron. Je suis pas un partisan et un fan de ce type, mais je trouve qu'il a bousculé les choses et il faut le reconnaître, et il va continuer à le faire, et c'est peut-être ce no man's land dans lequel nous sommes aujourd'hui pour prétendre qu'ensuite il y ait des choses qui permettent de faire évoluer la politique en France. Je ne sais pas, mais c'est ce que je souhaite en tous les cas. Moi j'ai des gros doutes Kamel, moi je vous pose à vous, il y a le changement annoncé. Je vous pose à vous et à Christophe une question. Oui, posez une question. Clairement. Oui. Est-ce que le président Macron n'a pas changé cette mauvaise habitude que les ministres avaient de Sarkozy à Hollande à passer leur vie à taper sur l'islam et les musulmans? Absolument. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc il a changé une habitude. Franchement, on se pose la question. En prenant il n'a pas pris la mauvaise habitude de rebondir sur des affaires comme ça et de participer à la stigmatisation d'une communauté. Vous avez d'ailleurs donné la réponse tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur a fait passer les lois les plus dures et qui visent notamment l'immigration et les musulmans. Tout à fait. Donc, pardon. Alors peut-être que dans les paroles, ça s'est un peu calmé, mais dans les faits, c'est pire. Dans les faits, dans les politiques, ça c'est... Ouais, exactement. C'est pire. Voilà. Merci Kamel en tout cas, parce qu'il faut qu'on avance. On va l'inviter là, Macron. J'ai lancé l'invitation sur Twitter en espérant qu'il ose répondre au petit peuple. Non, bien sûr. Non, mais chacun de nous dans cette équipe est en train de faire le boulot dans ce sens, et ça finira par tomber. Il sera le bienvenu. Bon, Alissa. Oui. Je vois qu'au milieu de cette meute de mal, tu n'arrives pas à t'imposer. C'est l'heure de t'imposer maintenant pour nous servir ton avis tranché. Tu vas nous parler d'un sujet qui est pour le coup beaucoup plus grave et qui agite en ce moment, d'après tes dires, les tribunaux et notamment du côté de Créteil. On en reparle, c'est parti, jingle. Enfin, le jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Ma chère Anissa, et là on parle de prostitution de mineurs, je crois. Tout à fait, Christophe, tout à fait. Jeudi 11 octobre 2018, le temps est au beau fixe dans la région parisienne, l'été joue les prolongations, et sur les marches du palais de justice de Créteil, quelques badauds assis, clope à la bouche, profitent des derniers rayons de soleil. Pourtant, dans la salle de la 11e chambre correctionnelle, l'air est irrespirable. Depuis la veille au matin se tient, en effet, un procès à l'odeur nauséabonde. Une dizaine de jeunes comparaissent devant leur juge et parmi eux, une jeune fille dont la beauté diaphane contraste avec l'horreur des faits reprochés. Tous sont poursuivis pour avoir aidé, assisté, protégé, tiré profit ou partagé les fruits de la prostitution de jeunes filles, en grande majorité mineures au moment des faits. Autrement dit, la justice leur reproche d'avoir été courant 2016-2017 des proxénètes, soit parce qu'ils ont publié des annonces sur Internet portant sur ces rapports tarifés, soit parce qu'ils ont loué des chambres d'hôtel abritant ces relations interdites, soit parce qu'ils ont véhiculé ces jeunes filles vouées à la prostitution, leur servant parfois de garde du corps tapis dans la salle de bain durant leur rapport, prêts à intervenir en cas d'incident avec un client, soit parce qu'ils ont tout simplement tiré profit financièrement de ces corps réifiés. L'affaire n'est pas nouvelle. Déjà, en début d'année, la juridiction cristolienne a eu à connaître de faits identiques perpétrés dans des hôtels miteux du Val-de-Marne, et il se dit entre deux couloirs qu'il y aurait encore 70 affaires du même type pendantes devant le tribunal. Sur le banc des parties civiles, peu de monde. Pourtant, l'instruction a permis d'identifier 7 victimes, jeunes prostituées dont les âges oscillent entre 14 et 17 ans. Seules 2 d'entre elles se sont constituées partie civile par la voix de leur avocat, aux côtés desquelles se trouve l'ACPE, l'Association contre la prostitution des enfants. De sa voix rocailleuse, la présidente interpelle les prévenus un à un, assis dans le box ou debout devant la barre. Tous sont sommés d'expliquer leur participation à ce grand marché du sexe interdit qu'ils ont facilité ou dont ils ont tiré profit. Bredouillant leurs explications confuses, ils n'emmènent pas large. Leur profil ressemble étrangement à celui de leurs victimes, à la rue pour certains, au chômage pour d'autres, tous semblent avoir eu des parcours accidentés avant d'avoir atteint la fleur de l'âge. Assises au fond de la salle, je les écoute livrer leur version des faits. Certains clament leur innocence, mais qu'ils soient reconnus innocents ou coupables, peu m'importe. La seule question que je me pose est comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ces jeunes filles, en rupture familiale elles aussi ou scolaire, ont-elles accepté d'offrir leur corps à peine formé pour quelques subsides ? Comment ces jeunes garçons qui pourraient être leurs grands frères ont-ils permis cela ? Quel rapport au corps,
au sexe, à leur intimité entretiennent les jeunes générations avec elles-mêmes? Sommes-nous revenus au temps de Sodome et Gomorrhe ou à celui du veau d'or pour que le sexe et l'argent gouvernent nos relations aux autres? Je repense à cette jeune fille, Jasmine, quel doux prénom Jasmine, qui a offert, dit-on, sa virginité à un banquier pour un peu plus d'1 million d'euros. Et je me demande où nous autres, adultes, avons failli pour aujourd'hui observer et déplorer cela. L'affaire qui occupe présentement le tribunal de grande instance de Créteil n'est en effet pas seulement pénale, elle est sociétale. Dans ce monde que nous léguons à nos enfants, où tout se paie, où tout se monnaie, où l'argent a pris le pouvoir, quel avenir réservons-nous à notre jeunesse? Merci beaucoup Anissa pour nous avoir parlé de ce sujet extrêmement grave qui est au demeurant très choquant et qui pose bien des questions. Tiens Nadir, j'ai envie de te faire réagir, toi en tant que président de l'association Banlieue Plus. Est-ce que c'est un sujet qui est... que je rebondisse, oui, absolument. Mais c'est toujours pareil, Christophe. Je crois d'ailleurs que toi tu m'en avais parlé. Oui, parce qu'on a eu des. Il y a beaucoup de gens qui veulent occulter cette partie sombre. Oui, c'est comme tous les problèmes qui touchent les quartiers populaires, que ce soit les trafics, les incivilités, la radicalisation, la prostitution. C'est quelque chose ce phénomène-là, pour certains ils le découvrent, mais ça fait au moins 4-5 ans que ça s'est, on va dire, mis en place dans les quartiers populaires à travers les réseaux sociaux, malheureusement, qui sont parfois intéressants, mais qui sont aussi source de problèmes, notamment quand on voit qu'il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui profitent de ça pour profiter de la faiblesse de certaines filles. Parce que pour la plupart de ces dossiers-là, il faut le savoir, ce sont des filles et des garçons de nos cités, de nos quartiers. Ça se passe en bas de chez nous, dans des hôtels parfois proches des quartiers ou dans des zones industrielles qui sont extrêmement à côté des quartiers populaires. Donc il y a un moment donné, moi quand j'entends ça, c'est toujours l'histoire du millefeuille, quoi. C'est des choses qui se rajoutent aux problèmes qui existent. Et si les citoyens de nos quartiers populaires ne comprennent toujours pas que l'ensemble des problèmes qui nous concernent, nous ne soyons pas capables de les aborder et de chercher de solutions, personne ne va le faire pour nous. Donc ces situations-là sont extrêmement choquantes, violentes, et c'est nos enfants, ça pourrait être nos filles, ça pourrait être nos mères, nos sœurs. Donc il y a un moment donné, moi j'en appelle à la prise de conscience de tous les citoyens des quartiers populaires, et notamment des parents, parce que là ce sont des personnes qui peuvent pour certains et qui sont mineurs, et pour d'autres qui sont quand même assez jeunes. Donc il y a un moment donné de se plaindre qu'il y a du racisme, qu'on soit montré du doigt pour certaines choses, mais il y a une réalité aussi, c'est qu'on ne soit pas capable de s'intéresser aux problèmes qui nous concernent nous et qui sont souvent en bas de nos immeubles. Bon, Tarek, un petit mot là-dessus? Moi je voudrais juste rebondir. D'abord c'est affreux ce qui se passe, parce que avant, au nom de la religion, on permettait des choses, après on passe au nom de la religion, on interdit d'autres, et aujourd'hui on revient à l'exploitation primaire de l'homme par l'homme, j'allais dire et de la femme par la femme, et c'est malheureux, avec peut-être 2 éclairages particuliers toujours. Le premier éclairage, c'est que je pense qu'il doit y avoir, en gros, je balance des chiffres comme ça, 9 sur... France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bon, Tarek, j'ai une protestation à faire, je tiens à vous le dire tout de suite. Aujourd'hui, cette émission a été entachée de problèmes techniques, j'en ai marre. Donc si ça continue, demain je ne suis pas là, Tarek. Non mais j'en ai marre, franchement. Un remaniement? Je demande un remaniement dans l'urgence. Changer de service technique. Vous m'envoyez la lettre recommandée. Attention, attention. Non mais excusez-moi. Et j'ai la copie, je l'envoie par recommandé à EDF. Et je vous envoie la copie de l'envoi. Moi je m'en fous, j'ai 2 avocats. Voilà, t'as ton staff d'avocats dans l'équipe. C'est bon, je suis tranquille. Attention, vous risquez d'avoir un juge en face de vous un de ces jours. T'as aussi les auditeurs avec toi, Christophe. Oui, absolument. Ils me soutiennent, les auditeurs, n'est-ce pas? Oui, ils m'ont répondu. Bon, pardonnez-nous en tout cas pour les quelques problèmes techniques, la pub qui coupe, les problèmes de courant, etc. Enfin voilà. En fait, pour juste savoir et expliquer aux auditrices, aux auditeurs, parce que ici on est tout à fait transparent, dès qu'il y a une coupure d'électricité, c'est tout un circuit de machines qu'il faut remettre en marche. Et ça, pendant quelques minutes en tout cas, ça a créé des dysfonctionnements, comme vous avez pu le constater. Donc on est en train de parler, hop, la pub qui part toute seule. Enfin voilà, aujourd'hui c'était un peu brouillon techniquement, mais en tout cas très bon au niveau du contenu et de la prise de parole et de la position. Merci à vous 3, merci Anissa. Merci Christophe. Merci cher Nadir. Merci Christophe. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut bien. Oui, si Nadia veut bien surtout. No comment. Tarek, merci. C'est une force supérieure. Et bon
bon voyage. Voilà, à très vite. Et demain, on sera avec du beau monde. Vous allez voir, demain, entre 16h et 18h, probablement du Fatima Wassak, du Enver de Santos, et puis un petit nouveau aussi, vous apprendrez à découvrir. Il nous vient de Lyon. Donc demain, entre 16h et 18h, passez une excellente soirée. Pour se défendre. C'est ça. Non. C'est un transfuge de... Ouais. Attention, faut faire attention, vous avez raison. On n'est pas dans le complotisme. Et ce soir, jetez un petit coup d'œil donc à envoyer spécial sur ce reportage parce que ça a le mérite d'être diffusé. Et puis on paye une redevance tous. Voilà. Au moins que ça serve à quelque chose. Par an, ça sert à quelque chose. Voilà. Donc Élise Lucet d'ailleurs, je le répète ici, j'aime beaucoup cette dame, cette journaliste qui fait du travail. J'aime beaucoup. Voilà, j'encourage Élise Lucet. Qui est dans le travail, qui n'est pas dans le lobby. Voilà, qui n'est pas dans le lobby et qui n'hésite pas, à l'image de son dernier cache investigation, à nous proposer vraiment des documentaires qui sortent de l'ordinaire. Et elle y va à fond, quitte même d'ailleurs à utiliser sa personne. Donc ce soir, envoyé spécial, reportage sur l'armée israélienne à Gaza. Bonne soirée, à demain. Merci Christophe, au revoir. Il est sur France Maghreb 2, à Paris comme partout ailleurs en France d'ailleurs, 18h. L'heure du rappel de l'actualité tout de suite avec Marine Garel dans un instant. Nabil. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Loin du remaniement, Emmanuel Macron est en Arménie jusqu'à demain pour le sommet de la francophonie. Il affirme que la francophonie doit être de plus en plus féministe et tournée vers la jeunesse et l'Afrique. Le chef de l'État s'est également rendu ce matin au mémorial du génocide arménien aux côtés de son épouse. Édouard Philippe, lui, souligne que l'impatience n'est pas dans sa nature, allusion du Premier ministre au remaniement ministériel. Édouard Philippe qui passe une partie de sa journée dans sa ville du Havre où il participe aux journées de l'Association nationale des élus du littoral. Des atteintes à la laïcité à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a dévoilé ce matin des chiffres inédits. 1 millier d'atteintes ont été signalées entre avril et juin dernier sur la France entière, avec des signalements plus ou moins graves. Depuis l'année dernière, une équipe dédiée dans chaque rectorat peut intervenir à la demande des enseignants. Ils veulent davantage taxer l'alcool. Les médecins ont adressé aujourd'hui une lettre à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ils regrettent que l'alcool soit le grand absent du financement du fonds de lutte contre les addictions. Pour eux, les efforts faits aujourd'hui en matière de prévention sont dérisoires, alors que l'alcool est la première cause de mortalité chez les 15-30 ans. Un échec ce matin pour la fusée Soyouz. Elle devait transporter 2 astronautes, un Américain et un Russe, vers la Station spatiale internationale. Mais elle a connu une défaillance de moteur juste après le décollage. L'équipage a dû revenir sur Terre en urgence au Kazakhstan. 56 journalistes ont été tués dans le monde au cours des 9 premiers mois de l'année en raison de leur activité professionnelle. Bilan dévoilé ce matin par l'ONG Reporters sans frontières. C'est plus que dans toute l'année 2017. Pays le plus meurtrier, l'Afghanistan avec 13 journalistes tués, suivi par le Yémen, 5 morts. Sport football, et ce soir, les Bleus jouent face à l'Islande. Match amical à Guingamp au stade du Roudourou qui affiche complet. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.